Voilà, donc l'intervention de Madame la Ministre, qui n'a donc pas pu être là aujourd'hui, et on le comprend parce qu'effectivement l'actualité est chaude, notamment, on le disait, Patrick le rappelait, concernant les tarifs de l'énergie, et c'est justement ce qui va nous occuper pendant cette première table ronde. J'invite pour cela donc à me rejoindre Anne-Sophie Corbeau, qui est Global Research Scholar au Centre global de politique de l'énergie de l'Université de Columbia. Geoffroy Hureau, qui est secrétaire général de Cédigaz. Cédigaz, donc l'association qui vise à fournir des données de marché mondiaux et des analyses précises sur le gaz naturel, le GNL et le gaz non conventionnel. Et enfin, Julien Tédé, qui est président et cofondateur d'Opéra Énergie, courtier en énergie dédié aux professionnels. Voilà donc pour ce premier tour de table concernant les tarifications de l'énergie. Voilà, donc effectivement, il est important parfois donc de faire le point quand l'actualité est très très chaude, et aujourd'hui, vous le savez plus que jamais, s'agissant des tarifs de l'électricité, enfin et même du gaz, enfin bref, de toutes les énergies. Nous aurons même d'ailleurs le Premier ministre qui s'exprimera ce soir à la télévision à destination des Français. Donc comme je disais, il est important dans ce contexte-là parfois de refaire le point, et notamment savoir pourquoi est-ce qu'on est arrivé là. Et ça, c'est la question que je vais vous poser, Madame Corbeau. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on en est là ? Alors, je pense que déjà, il faut un petit peu regarder qu'est-ce qui se passe dans toutes les énergies. Alors, effectivement, les prix du pétrole sont élevés à 80 $ par baril. C'est pas non plus un record dans l'absolu. On a vu bien plus haut en 2008, par exemple, 150 $ par baril. On a eu aussi des périodes de prix assez élevées au début des années 2010. Donc, c'est élevé, mais c'est pas un record. Les prix du gaz que l'on voit actuellement sur les marchés spot en Asie et en Europe, eux, par contre, sont extrêmement élevés. Et ça, c'est un record. Autour de 30 $ par MMBTU, c'est extrêmement élevé. Et d'une manière soutenue, tout ce qu'on a vu là sur septembre avec des prix au-dessus de 20 $ par MMBTU, ça c'est un record. On avait eu une pointe au début de l'année en 2021 avec les prix GKM qui étaient allés au-dessus de 32 $ par MMBTU, mais d'une manière aussi soutenue, ça c'est vraiment un record. Aux États-Unis, le marché se tend, on est autour de 6 $ par MMBTU, mais encore une fois, ce n'est pas un record. Il ne faut pas oublier non plus que quand on regarde les prix de GKM, c'est un prix spot, mais qui ne représente pas l'intégralité des prix d'importation en Asie. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important. Autre marché qui, en ce moment, est extrêmement tendu, c'est le marché du charbon. Alors, je sais, naturellement, le charbon, on ne veut pas en entendre parler, mais avec des prix autour de 200 $ par tonne, c'est extrêmement élevé. Et finalement, l'autre chose qui est très élevée, ce sont les prix du carbone, autour de 60 € par tonne. Donc, voilà, encore une fois, donc, le gaz en Europe et en Asie, les prix spot, le charbon et le carbone sont à des niveaux qu'on n'a pratiquement jamais vus. Alors, comment on en est arrivé là ? Première raison, l'économie qui a rebondi autour de 6% à l'échelle mondiale, du moins ce sont les prédictions du FMI. Je pense qu'on a tous revu la renaissance de l'activité économique. Et en particulier, dans ce contexte, il y a la Chine. Avec une croissance de 8%, mais surtout une croissance au niveau industriel dans le premier semestre qui a été assez exceptionnel. On a vu par exemple la production d'acier qui a rebondi de 12%, donc qui veut dire activité industrielle qui rebondit très fortement, veut aussi dire des besoins énergétiques qui sont très très importants, et ça c'est pour toutes les énergies. Autre chose qui s'est passée, ce sont, on va dire, les aléas climatiques. À la fois, on a eu des épisodes de froid, tout au début de l'année en Asie, mais aussi en Europe, on a eu un hiver qui a été assez long, je suppose que vous le savez tous. Donc on a eu en fait cela en hiver, mais après on a eu des épisodes de canicule dans différentes régions. Et ces deux extrêmes font que les besoins énergétiques, que ce soit pour le chauffage, mais aussi pour la climatisation, ont augmenté. Et ça, naturellement, encore une fois, ça impacte beaucoup d'énergie, ça impacte la demande d'électricité en particulier, la demande de chauffage, donc le gaz, voire le charbon, mais aussi l'électricité. À cela se sont ajoutées aussi des choses qu'on n'a pas toujours prévues, qui sont difficiles d'ailleurs à prévoir. Éolien, par exemple, le deuxième trimestre en Europe a été assez décevant. Et naturellement, qu'est-ce qui va devoir venir à la rescousse ? C'est aussi le gaz naturel. Autre chose aussi, les niveaux d'hydro dans certains pays, par exemple je pense au sud de la Chine, au Brésil, où les niveaux, c'est une sécheresse qui est absolument catastrophique, et là on arrive en été au Brésil, donc vous imaginez bien que ça ne va pas s'améliorer. Donc on a des pays qui ont besoin de sources alternatives d'énergie. Alors, ce qui est aussi assez intéressant, c'est qu'au final,
toute cette année, bon, j'étais encore chez BP et je devais donc, en gros, conseiller l'équipe dirigeante sur l'évolution des prix du gaz naturel. J'ai vu en fait cette montée très progressive, un petit peu l'impression du syndrome de la grenouille qui est au début dans l'eau tiède et puis tout à coup l'eau devient de plus en plus chaude et on s'aperçoit en septembre qu'elle est vraiment absolument bouillante. Mais ça a été en fait quelque chose qui a été progressif sur toute l'année, pour le gaz, pour le charbon, pour les prix du carbone, et pas forcément toujours pour les mêmes raisons. Par exemple, pour le charbon, donc 200 $ par tonne, comment on en est arrivé là? Au départ, on avait donc une demande, notamment de la Chine, mais d'autres pays asiatiques qui étaient soutenus, mais aussi beaucoup de problèmes au niveau des approvisionnements. On a eu des inondations en Australie, on a eu aussi le fait que la Chine n'a plus voulu importer de charbon australien. Donc ça contribue aussi. Et finalement, au niveau des prix du carbone, on a eu une combinaison de 3 facteurs. Le premier, ça a été la réforme du système de l'ETS, donc qui a permis en fait d'enlever ce surplus de permis d'émission. On a eu aussi le fait que le Green Deal, c'est maintenant, on en parle. Donc tout à coup, il y a eu cette réalisation que oui, l'Europe est extrêmement ambitieuse. Et finalement, le fait qu'on ait besoin en Europe de plus en plus de permis pour pouvoir utiliser nos centrales à gaz et aussi les centrales à charbon qui sont en train de revenir, fait qu'il y a aussi cette pression au niveau des marchés du carbone. Et il y a un niveau d'entraînement, en fait, en toutes ces commodités, puisque le fait que les marchés du gaz soient très tendus, mais les marchés du charbon sont aussi très tendus, le marché du carbone est aussi très tendu, et finalement, on ne sait plus trop quelle est la commodité qui entraîne l'autre. Mais ce qui est clair, c'est que, et là je prends ma casquette ancienne de l'AIE, si on regarde d'un point de vue sécurité des approvisionnements, bon, il n'y a pas énormément d'approvisionnement en plus, mais du côté de la demande, si on voulait switcher, en fait, passer à une autre énergie, les autres énergies, elles sont aussi finalement assez tendues. Elles sont aussi chères. Donc au final, finalement, le pétrole reste l'énergie moins chère, puisque en équivalent, là, on est autour de 170, 180 en équivalent pour les prix du gaz spot, en équivalent pétrole. Bon, contre 80 $ par baril. Donc finalement, le pétrole devient presque une affaire. Mais la capacité de switcher sur le pétrole est assez limitée, que ce soit au niveau de génération d'électricité ou des industriels. Ça existe, ça commence à apparaître, mais ça ne va pas non plus nous sauver. Et puis va-t-il rester compétitif? C'est la grande question, parce qu'avec l'envol de toutes les autres énergies, on peut se la poser. Donc si je comprends bien, effectivement, donc cumul de facteurs, d'une part. De facteurs. Et puis au final, on ne sait plus finalement quelle énergie tire l'autre vers le haut, mais le fait est que tout monte. Geoffroy Heureux, est-ce qu'on peut voir avec vous spécifiquement la question du gaz? On est évidemment au congrès du gaz, c'est la question qui nous importe, je dirais pas le plus, mais en tout cas focus aujourd'hui. Quelles sont les tendances et qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là aussi spécifiquement sur cette énergie? Bon, déjà, Anne-Sophie a déjà couvert un certain nombre de points en fait sur le gaz qui concernent le gaz ainsi que d'autres énergies. Mais bon, pour le gaz en particulier, bien entendu, Anne-Sophie l'a dit, il y a la demande. Parlez bien près du micro. Il y a la demande chinoise, la reprise très forte de la demande chinoise. La Chine, en fait, comme sur toutes les énergies, a un impact énorme sur ce qui se passe sur le marché du gaz. Et je dirais que tous les grands mouvements de prix ou les tensions du marché qui sont arrivés ces dernières années avaient toujours quelque chose à voir avec la Chine. Donc la Chine, la reprise économique mondiale en général, les aléas climatiques, ça c'est aussi toujours, je dirais, l'élément aussi... Enfin, le gaz est très... dépendant des aléas météorologiques. Donc un hiver froid, mais il y a aussi eu des inondations en Chine, des pluies diluviennes qui ont diminué la production du solaire, donc appel plus important au gaz. Il y a eu la sécheresse au Brésil qui a fait qu'il y a eu moins d'hydroélectricité, donc appel au gaz. Donc voilà, c'est un petit peu les éléments classiques. Oui, effectivement. Après, s'agissant spécifiquement de l'Europe. De l'Europe, alors sur l'Europe, il y a quand même un autre facteur qui a peut-être pas trop été évoqué, c'est qu'il y a quand même eu tout un tas de problèmes aussi sur les installations de GNL un peu partout dans le monde.
donc des capacités de GNL qui en fait sont relativement à des taux d'utilisation assez bas quand même par rapport à cette période, enfin historiquement, quoi. Des problèmes de quel type? Pardon ? De quel type les problèmes que vous évoquez? Les problèmes, ça peut avoir des problèmes techniques plus ou moins graves. Par exemple, l'installation de GNL en Norvège a subi un incendie il y a 1 an et n'est toujours pas opérationnel. Après, il y a eu aussi des problèmes comme techniques au Pérou. Il y a des problèmes de gaz aussi, d'approvisionnement en gaz du fait de la maturité des gisements, par exemple à Trinidad et Tobago. Il y a eu des problèmes aussi sur les gisements en Malaisie. Enfin, un petit peu dans beaucoup d'endroits du monde. Il y a eu au Nigeria aussi. Il y a aussi des problèmes qui sont dus aussi à l'approvisionnement en gaz des installations qui sont pour une partie fournies par du gaz associé au pétrole. Et donc, avec la diminution de la production pétrolière à cause des quotas de l'OPEP, il n'y avait plus accès à ce gaz et apparemment le redémarrage ne s'est pas fait non plus de manière optimale. Donc il y a beaucoup de problèmes techniques ou de problèmes d'approvisionnement en gaz sur les installations de GNL. Pour l'Europe en particulier, il y a aussi un facteur important, c'est que la production européenne diminue fortement. Donc, la production en particulier des Pays-Bas avait une importance, enfin était très importante pour. C'était un outil de flexibilité important. C'est-à-dire que la possibilité d'augmenter ou de diminuer cette production permettait aussi de s'adapter à la demande. Oui. Aujourd'hui, cette production des Pays-Bas, elle est en forte baisse, puisque le gisement principal de Groningue, pour des raisons liées aux problèmes sismiques, va fermer totalement, enfin, va cesser d'être exploité en 2030, et il y a une baisse rapide, en fait, de ce qu'on a le droit de produire sur ce champ chaque année. En plus, il y a eu des opérations de maintenance en mer du Nord, à la fois en Norvège et au Royaume-Uni, qui ont aussi diminué la production de ces pays. Alors, Patrick Corbin parlait tout à l'heure de la valeur assurantielle du gaz et notamment la grande dimension, la forte valeur du stockage. Où est-ce qu'on en est de ce point de vue-là et comment est-ce que ça influe sur le prix de l'énergie? J'allais en venir à ça. Il y a le stockage. Le stockage est à des niveaux historiquement bas pour cette période de l'année. Donc, pour passer l'hiver confortablement, il faut remplir le stockage. Donc, ça crée une demande ça crée une demande supplémentaire de gaz pour remplir le stockage. Donc, ça a tendance à augmenter les prix. En même temps, il y a aussi... le niveau bas des stockages peut aussi être une conséquence des prix élevés aussi. Donc, il y a un peu des deux. Oui, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les stocks sont aussi faibles? Vous avez peut-être quelques chiffres d'ailleurs à nous donner, qu'on réalise un petit peu où est-ce qu'on en est? Ce que j'ai en tête, c'était qu'ils étaient pleins à peu près 72%. 72%, d'habitude dans les périodes, le bas c'est plutôt dans les 77, 78, 79, 80%. Ce qu'il faut quand même noter, c'est que Gazprom contrôle plus ou moins directement une partie du stockage européen, à peu près 10%. Et quand vous disiez 78-72%, c'est donc en moyenne sur l'Europe? En moyenne sur l'Europe. Et donc les stockages de Gazprom sont vides en fait. C'est-à-dire qu'ils ont des taux de remplissage de 2-4%. Voilà. Donc ça fait pas mal baisser la moyenne parce que si on enlève ce facteur, on se retrouve à un niveau bas, mais pas historiquement bas. On va être dans les 78, 19% aussi. Donc voilà, donc il y a ce petit élément. Après, pour l'Europe aussi, l'Europe est le marché dit de dernier recours pour le GNL. C'est-à-dire que quand il y a beaucoup de GNL et que personne ne veut de GNL, en gros, il arrive en Europe. Et l'Europe profite des prix bas du GNL à ces moments-là pour en importer beaucoup, mais
quand il y a des tensions sur les marchés, le GNL repart en Asie, d'une part parce que les prix sont plus élevés, et d'autre part parce que une partie du gaz, parce que l'Asie a des contrats long terme, donc quand ils ont besoin de tout le gaz des contrats long terme, ça fait d'autant moins de gaz qui peut être mis sur le marché spot et qui arrive en Europe. Donc on comprend effectivement quand en bout de chaîne, on s'est répercuté vers nous au final. Julien Tédé, je le disais tout à l'heure, vous êtes le président et cofondateur d'Opéra Énergie, un courtier en énergie qui est dédié aux professionnels. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, maintenant qu'on a vu un petit peu les causes, où est-ce qu'on en était et pourquoi, quelles sont les conséquences maintenant donc, sur les professionnels d'une part, mais peut-être aussi pourrez-nous nous apporter votre éclairage s'agissant des particuliers? Oui, effectivement, les prix du gaz explosent sur les marchés de gros. On le voit, ça fait la une de tous les médias. Il y a un impact sur les prix du gaz pour les particuliers. Effectivement, le tarif réglementé de gaz de Engie, qui concerne encore 3 millions de foyers, a augmenté de quasiment 70% en plus d'un an. Donc pour un foyer qui se chauffe au gaz, ça a un impact, une hausse de 600 € par an. Donc c'est conséquent. Du côté des entreprises, aujourd'hui, la plupart des entreprises ont des contrats à prix fixe. Donc on voit la hausse au moment où ils renégocient le contrat. Aujourd'hui, il est fréquent de voir des hausses de budget de 50 à 60%. Il n'est pas rare de voir des budgets gaz qui doublent. Pour une copropriété qui se chauffe au gaz, le gaz, c'est sa première charge. Pour un industriel, souvent les industriels qui utilisent le gaz, en dehors des coûts d'appro, le gaz, c'est la première charge. Dans ce cas-là, quand on vous annonce que votre budget gaz double, c'est lourd. D'autant plus que la plupart du temps, les industriels n'ont pas ou peu la capacité de changer le prix en fonction de leur coût d'appro au gaz. Donc, on observe aujourd'hui des industriels certains industriels qui baissent leur production en France. On voit à l'étranger, au Royaume-Uni, en Belgique, même des sites qui ferment. Là, on a entendu que le site de BASF à Angers fermait en raison de la hausse des prix du gaz. Ce qui est le plus frappant et ce qui explique que les acheteurs de gaz se soient laissés prendre, c'est qu'on est passé en 18 mois du meilleur des mondes. Été 2020, le prix du gaz, il était à 12 €. À hier, 52 € du mégawattheure pour gaz en 2022. C'est le record, Anne-Sophie l'a dit. Et tout ça dans un contexte très incertain de sortie du Covid. Donc on comprend que les acheteurs n'aient pas se soient laissés prendre par cette hausse rapide. Un point intéressant à avoir en tête également, c'est que les consommateurs de gaz et les consommateurs d'électricité ne sont pas complètement à la même enseigne. Aujourd'hui, dans un budget gaz d'une entreprise, la molécule de gaz, c'est à peu près 60%. Donc il y a une exposition à la volatilité des prix de marché qui est très forte. En électricité, il y a moins d'exposition au prix de marché parce qu'on a en partie le risque qui est couvert par le coût du nucléaire historique, qui est bien plus bas que le prix de marché. Donc aujourd'hui, l'électricité... Ça ne devrait pas empêcher le prix de l'électricité de remonter, puisque oui. Barbara Pompili a annoncé ce matin... Il va augmenter aussi, mais voilà. Il ne va pas doubler. Aujourd'hui, on a à peu près un quart de la facture d'élec qui dépend des prix de gros de l'électricité, alors qu'en gaz, on est plutôt à 60%. Donc effectivement, le prix de l'électricité pour les ménages augmentera de 10% normalement en février. Ce n'est pas encore comme le gaz. Donc est-ce que si cette hausse se poursuit, on verra des usages gaz qui iront vers l'électricité? C'est encore trop tôt pour le dire, mais c'est un risque. Et d'ailleurs, au-delà de la flambée, enfin ce qu'on espère être une flambée des prix du gaz, un mot sur une hausse des prix du gaz qui est plus structurelle. Vous savez que le mécanisme de certificat des économies d'énergie, les CEE, est financé par les consommateurs de gaz et d'électricité. Et au 1er janvier prochain, les règles vont changer. Et elles vont changer, en particulier, le consommateur de gaz va financer davantage ce mécanisme que le consommateur d'électricité. Le consommateur de gaz va financer ce mécanisme 83% de plus, alors qu'en électricité, c'est une baisse de 11%. Et le résultat, c'est qu'à partir de l'année prochaine, sur une facture de gaz, il y aura à peu près 5 à 10% qui sera utilisé pour financer ce mécanisme CEE. C'est le double en proportion que sur une facture d'électricité. Donc oui, en ce moment, les nouvelles ne sont pas très bonnes pour le consommateur de gaz.
Alors avant qu'on passe le micro à la salle, parce que j'imagine qu'il y aura très certainement des questions pour vous s'agissant de cette question du coût de l'énergie, maintenant qu'on a dressé le constat, comment est-ce qu'on peut essayer, envisager de s'en sortir? Alors, évidemment, j'ai bien conscience que le débat devient éminemment politique, notamment en France. Comme je le disais tout à l'heure, le Premier ministre va prendre la parole au JT de 20h ce soir pour annoncer notamment comment dirais-je, des dispositions pour le grand public. On a tous en tête l'épisode des Gilets jaunes. Alors Anne-Sophie Corbeau, à votre avis, quels sont les outils dont on dispose en France spécifiquement, mais peut-être plus largement en Europe, sachant qu'on a déjà vu les autres pays réagir, hein, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni, tout le monde a commencé à prendre des dispositions, en France aussi, avec le chèque énergie pour les particuliers. Mais quelles sont structurellement les mesures qu'on pourrait prendre pour essayer d'amortir le choc? Du point de vue des marchés gaziers, en fait, il n'y a pas énormément d'approvisionnements supplémentaires qui vont pouvoir venir. Bon, naturellement, si on avait un hiver doux, là, ça changerait complètement la donne. Il n'y a rien de tel qu'un hiver doux pour déprimer les prix complètement. Mais au-delà de ça, approvisionnement supplémentaire sur les marchés du GNL. Bon, si effectivement les pannes dont Geoffroy a parlé étaient résolues, si on avait davantage de gaz qui venait, ça serait bien. Il y a des nouvelles unités de liquéfaction qui doivent venir des États-Unis, Calcasieu et Sabine Passe, le 6e train. Mais je ne pense pas qu'ils arriveront en 2022. Donc, encore une fois, ça sera assez peu, ça ne pourra pas aider énormément. Bon, naturellement, la grosse question, c'est notre fournisseur essentiel en Europe, qui est Gazprom, pour lequel, en fait, la question est non seulement est-ce que Gazprom a la capacité, mais aussi la volonté d'approvisionner davantage d'Europe. Parce qu'une des choses qui a un petit peu perturbé les marchés depuis, je dirais, le mois de mai, c'est est-ce que Gazprom, ou pourquoi Gazprom n'envoie pas davantage de gaz vers l'Europe? Et ça, c'est une question absolument fondamentale, parce que l'Europe a 3 façons, en fait, de rééquilibrer le marché. Enfin, la raison pour laquelle l'Europe est le marché de dernier recours, c'était la capacité de switcher du gaz vers le charbon, vers le gaz vers le charbon, ces grosses capacités de stockage, et aussi le fait qu'on a des approvisionnements en gazoducs qui peuvent aussi varier en fonction du GNL qui arrive. Et là, la Russie, qui jusqu'ici avait été assez accommodante, finalement n'est pas très accommodante. Donc, on en revient à l'apparition, ce qu'on peut faire au niveau de la demande. Alors, on peut toujours demander aux gens de diminuer un petit peu le thermostat, ça pourrait aider, mais c'est clair qu'il va falloir penser de façon fondamentale à qu'est-ce qu'on va faire au niveau du résidentiel, parce que mon inquiétude, c'est effectivement un phénomène de gilets jaunes, mais pas seulement en France, pas seulement en Europe, un petit peu partout, parce qu'on essaye de vendre l'idée de décarbonisation qui est absolument fondamentale, mais il ne faut pas non plus que les gens associent ce phénomène de décarbonisation avec un phénomène de volatilité et de prix cher, parce que ça serait un désastre absolu. Donc il va falloir les accompagner, et en particulier les ménages les plus pauvres, il va falloir les accompagner au niveau d'une meilleure isolation, par exemple, de leurs habitats. Geoffroy Hureau, à part croiser les doigts effectivement pour un hiver doux et accompagner l'isolation des ménages les plus précaires, qu'est-ce qu'on pourrait essayer d'envisager? Non, honnêtement, je ne vois pas tellement de plus effectivement que croiser les doigts, mais c'est vrai que en fait on a et accompagner ce qu'il vous reste évidemment. à faire. Mais il est quand même. Enfin, je veux dire, c'est un marché assez volatile. On ne peut pas trop savoir. Il y a beaucoup d'éléments. Comme il y a un gros. Il n'y a pas de solution évidente. Il n'y a pas de solution évidente, mais comme il y a une grosse composante quand même météo, c'est vrai qu'on ne peut vraiment pas savoir dans les mois qui viennent ce qui va exactement se passer. Cette année, en plus, il y a aussi une cyclicité due au fait que les nouvelles capacités de GNL n'arrivent pas forcément au moment où le marché en aurait besoin. Mais c'est plutôt... Donc cette année, il y a peu de nouvelles capacités qui ont été mises en service. L'année prochaine, normalement, il aurait dû y en avoir, mais souvent les délais sont un petit peu plus longs que prévu. Donc c'est pas sûr que de ce point de vue-là, on puisse avoir de bonnes nouvelles pour l'année prochaine. Donc, voilà. Après, reste à savoir si la croissance chinoise va rester à ce niveau-là. Et en plus, la Chine a aussi des stockages qu'elle remplit, a plus de stockages qu'il y a un certain nombre d'années, il y a 5 ans.
Et donc ça aussi, ça a un impact important. Historiquement, ces dernières années, on voit que souvent la demande gazière chinoise nous a relativement surpris, a pu augmenter en plein milieu de l'été, justement pour remplir les stocks. Et après l'hiver, finalement, il y a eu moins, cette croissance de demande a été moins soutenue et a pu apporter un peu de détente en fait au marché. Donc c'est possible aussi, ça. Julien Tédé, l'UFC Que Choisir demandait il y a quelques jours le fait qu'on utilise la TVA pour amortir le choc de la facture de gaz en France, revenant en France. Est-ce que, à votre avis, c'est une bonne mesure? Est-ce qu'elle est crédible? Est-ce qu'à votre avis, elle va être entendue? Et est-ce qu'elle sera aussi efficace sur les particuliers que sur les entreprises, les professionnels que vous connaissez particulièrement bien? Alors, ça pose deux questions. L'impact sur la facture de gaz, oui. Baisser la TVA, ça aura un impact sur le budget des ménages, pas des entreprises. Il y a aussi des taxes spécifiques au gaz naturel qu'on peut baisser, mais la marge de manœuvre est moins importante qu'en électricité. Après, la question sur les finances publiques, ça me dépasse. Donc oui, il y a une marge de manœuvre sur les taxes, mais il me semble qu'elle est limitée. Nous, le conseil qu'on donne aux entreprises qu'on accompagne, c'est contre-intuitif, mais c'est d'acheter plus et d'acheter en particulier sur le plus long terme, parce que la flambée des prix qu'on voit actuellement, elle se concentre pour l'année 2022. Mais le prix pour l'année 2023 est aux alentours de 30 €, et 2024, on est à 22 €. Donc on se retrouve à des niveaux de prix qui sont acceptables. Donc le conseil qu'on donne, c'est au contraire d'acheter sur un horizon plus lointain et de manière générale, de toujours négocier chaque année ou réfléchir chaque année au gaz que l'on consommera dans 3-4 ans, afin de ne pas se retrouver dans la situation dans laquelle sont certains industriels aujourd'hui, où je n'ai pas de contrat de gaz signé dans 3 mois et le prix de marché est à son plus haut historique. Donc c'est ça qu'on essaie d'éviter. Et peut-être deux autres points aussi qui ne sont pas des solutions, mais des points importants. Aujourd'hui, on voit que des fournisseurs sont en train de mettre la clé sous la porte au Royaume-Uni. Donc la question se pose en France. Est-ce que certains fournisseurs vont passer l'hiver? J'ai pas la réponse. Mais vous savez ce qu'on dit en Bretagne, c'est quand la marée baisse qu'on voit qui nageait son maillot. Donc on verra bien à la fin de l'hiver. Et enfin, moi j'aimerais terminer sur une note plus positive. On voit en ce moment que le gaz a mauvaise presse. Il suffit d'ouvrir la radio pour entendre le prix du gaz monte, on est dépendant de la Russie, on n'a pas notre indépendance énergétique. Il me semble que pour moi, c'est au contraire une opportunité pour le biogaz. On disait il y a quelques années que j'avais entendu que le biogaz coûtait 90 € à produire, le prix de marché était à 30, il fallait converger à 60, que de baisser les coûts de production à 60 et que le marché montera peut-être à 60. Ben, le marché est presque à 60, donc on a fait la moitié du chemin, donc on est sur la bonne voie. Et puis plus globalement, il faut se rappeler que le plan Messmer, qui a construit les centrales nucléaires dont bénéficie la France encore aujourd'hui, a été initié en 1974 à la suite du premier choc pétrolier. C'était justement cette hausse des prix qui a fait se rendre compte que l'indépendance énergétique, c'était quelque chose d'important. On est peut-être aujourd'hui en train de se rendre compte de ça, et c'est peut-être une opportunité, une fenêtre de tir pour le biogaz de lancer une sorte de plan Messmer du biogaz. Donc c'est tout ce que je souhaite à la filière biogaz en tout cas. Effectivement, on aura l'occasion d'y revenir, je pense. Durant toute cette journée, cette opportunité pour les gaz verts que constitue cette flambée des prix. Y a-t-il des questions dans la salle? Ne me dites pas qu'il n'y a pas de questions sur le coût de l'énergie, c'est pas possible. Aucune question. Tout est clair. Ah, quand même. J'étais étonné aussi. Alors, je vais vous inviter à vous lever, effectivement, à vous présenter. Et comme je le disais tout à l'heure, malheureusement, je ne peux pas vous faire passer le micro pour les raisons que vous connaissez. Donc, je vais vous demander de parler à haute et intelligible voix, s'il vous plaît.
Alors j'ai une bonne nouvelle, excusez-moi, on a le droit finalement d'avoir un micro dans la salle, donc c'est parfait. Est-ce que maintenant on s'oriente vers un marché mondial avec un prix dicté par l'Asie et une anomalie américaine et un prix européen finalement qui est non plus au milieu mais sur la fourchette haute? Alors, pour moi, de toute façon, le marché qui est le marché essentiel au niveau du GNL, c'est le marché asiatique. Comme on l'a toujours dit, de toute façon, le marché européen, c'est le marché d'équilibre qui va récupérer le GNL quand on n'en a pas besoin, enfin quand le reste du monde, ou en particulier l'Asie, n'en a pas besoin, et qui va devoir le renvoyer dès que l'Asie en a besoin. Alors, à long terme, l'idée, ça serait en fait plutôt, parce qu'ici, pour le moment, on a une indexation qui est essentiellement une indexation pétrole, du moins en Asie, et ça c'est vraiment très important parce que les consommateurs asiatiques ne payent pas tous le prix GKM, il y en a seulement certains qui vont payer et ça va être à la marge. Alors à terme, la question est qu'est-ce qui va en fait gérer ou du moins driver les prix du gaz en Asie? Est-ce qu'on va continuer à avoir une indexation finalement pétrole, qui va donc continuer à les protéger d'une certaine manière, ou est-ce qu'on va passer plutôt à peut-être une indexation sur les prix américains, donc, qui serait le classique Henry Hub+, donc plus les coûts de liquéfaction, plus les coûts du transport. Et ça, je pense que c'est vraiment la question essentielle. Mais pour venir à votre question, est-ce que les prix du gaz vont être élevés? Je pense qu'ils vont essentiellement dépendre des fluctuations du marché du gaz naturel liquéfié. Alors, j'entendais M. Tédé qui disait prenez votre gaz sur plusieurs années. Attention quand même, parce que peut-être maintenant, les prix du gaz sur plusieurs années, du moins jusqu'en 2025, apparaissent relativement normaux par rapport à ce qu'on a maintenant, mais n'oubliez pas qu'on va avoir une période quand même de tension jusqu'en 2025, jusqu'à temps que le Qatar, éventuellement peut-être le Mozambique et d'autres capacités arrivent. Donc attention, les capacités qui vont arriver sur le marché du gaz naturel liquéfié sur les prochaines années ne sont pas si élevées que ça. Julien Tédé, peut-être juste pour rebondir. C'est une raison de plus pour acheter maintenant. Oui. Une autre question peut-être dans la salle? Je crois que j'avais vu une deuxième main se lever. Oui, bonjour, Françoise Thiebaud, je suis peut-être le seul consommateur de la salle. Enfin, vous consommez tous, vous aussi. Je représente les associations familiales laïques de Paris, je siège au CSE et dans d'autres instances. Et vous avez cité, Monsieur Tédé, l'UFC, qui demandait la baisse de la TVA. C'est une demande très ancienne de l'ensemble des organisations de consommateurs, d'ailleurs. Mais et vous avez cité certaines taxes spécifiques au gaz, comme la TICGN, je suppose. Mais vous n'avez pas évoqué le fait que, actuellement, quand le marché est très élevé, l'État compense moins l'obligation d'achat et le complément de rémunération, et qu'il aurait donc une marge de manœuvre, me semble-t-il, qui serait intéressante à mobiliser. Alors j'aurais voulu avoir votre sentiment sur ce point. Effectivement, alors c'est là où je soulignais les limites de mes compétences, c'est-à-dire que ça touche plus aux questions de budget de l'État que je ne maîtrise pas. Donc, mais oui, effectivement, on évoque 3 à 6 milliards d'excédents budgétaires qui pourraient être utilisés pour réduire les taxes, mais je n'en sais pas davantage. C'est pas vous qui pourrez arbitrer en tout état de cause, on l'a bien compris. Merci beaucoup donc pour ce premier éclairage sur la question du coût de l'énergie, dont on doute évidemment qu'elle va s'inviter un petit peu tout au long de la journée. Merci à vous trois donc d'avoir participé à ce premier focus, ce premier temps de cette journée du Congrès du Gaz. Et donc je vais tout de suite vous inviter à remercier donc nos intervenants.